Jean-Raymond Hugonet, vous êtes sénateur apparenté à LR de l'Essonne. On va revenir sur ces sujets, mais d'abord on regarde ensemble les unes de la presse régionale. Et on commence par la une du journal du Centre. Va-t-on manquer d'eau? Canicule et sécheresse, un cercle vicieux, c'est la une du journal. La deuxième une, c'est celle de Corse Matin, la cigarette mise au banc. Plage, parc, abribus, à bord des écoles. Depuis hier, il est interdit de fumer dans les lieux publics. L'objectif de cette mesure du gouvernement, c'est de renforcer la lutte contre le tabac et la protection des plus jeunes. Et puis, la une de Midi Libre. Surpopulation, chaleur, violence, prison, Villeneuve, boue, détenus, avocats, médecins-chefs dénoncent les conditions d'enfermement. Les surveillants appellent à un blocage des lieux. De quelle une avez-vous envie de nous parler? Ça sera le Midi Libre. Ce matin, les prisons qui sont un vrai sujet dans notre pays. Je suis sénateur de l'Essonne, comme vous le savez, et nous avons une des plus grandes, si ce n'est la plus grande centrale en Europe, qui est de Fleury-Mérogis. L'univers carcéral est terrible. Il est dans un état, en France, dans notre pays, dans un état plus que moyen et lamentable dans certains endroits. On sait qu'il n'y a pas assez de places de prison. À chaque élection, quelle qu'elle soit, on parle de construction et on voit qu'on est toujours dans la difficulté. C'est un vrai sujet et il est urgent que l'on passe au concret. Voilà. Et le Sénat, hier, a voté un texte qui vient d'Horizon à l'Assemblée nationale pour favoriser l'exécution des courtes peines de prison. Il y a moins d'aménagement de peine et plus d'incarcération. Est-ce que, compte tenu de l'état de nos prisons et de la surpopulation carcérale, il est opportun de voter un tel texte ? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail parlementaire, bien sûr par nature. Avouons qu'en ce moment, le travail parlementaire, toutes ces PPL qui se succèdent, je ne sais pas si vraiment les Français pensent qu'elles pourront être suivies des faits. Le fond, je ne conteste pas que ça parte d'un bon intérêt, mais vous avez fait la preuve vous-même. On a ce problème de place, on est là, on voit passer des PPL. Tant que ça ne sera pas là-dessus un projet de loi emmené par un gouvernement avec une majorité, j'ai bien peur. Que prépare Gérald Darmanin sur ce sujet? Oui, que prépare Gérald Darmanin, mais ensuite, il faudra une majorité pour le voter. Vous voyez ce que je veux dire? On sent bien qu'en ce moment... Vous pensez qu'il n'aura pas? Je pense qu'il devrait l'avoir, et je l'espère en tout cas, parce que c'est un travail, encore une fois, fondamental dont nous avons besoin. Autre actualité au Parlement, c'était hier à l'Assemblée le rejet de la motion de censure. Elle a été déposée par les socialistes, François Bayrou y a échappé, c'est la 8e fois. Est-ce que vous avez compris la stratégie du PS ? Il y a bien longtemps que je ne comprends plus la stratégie du PS, si toutefois il y en a une. Ce que l'on peut comprendre, c'est qu'Olivier Faure, qui a été réélu de justesse avec des problèmes en interne que l'on sait, a besoin d'asseoir, a besoin un peu, excusez-moi, et encore avec beaucoup de respect pour chacun et chacune, mais de faire un petit buzz de com. Enfin, ça a fait pchit, tout le monde savait que ça n'irait pas au bout. Il fallait un petit peu faire de la communication, je pense, mais c'est un épiphénomène. Le sujet va être le rendez-vous maintenant du budget, du vote du PLF 2026. Là, ça va être une autre paire de manches. Et la prestation du Premier ministre sur les retraites de l'autre jour était assez, je l'ai trouvé, encore une fois, avec respect pour le Premier ministre, mais assez pathétique. Il n'y a que lui en France qui pense que ce conclave n'a pas échoué. Oui, le conclave a échoué. Oui, nous sommes dans l'impasse. Et vous n'en espérez plus rien, vous, aujourd'hui, de ce conclave? Du conclave? Ah non, plus rien. Déjà dès le départ, parce que entre les Grenelles, entre les ceci, les Roclore de machin, non, un peu de sérieux, c'est un échec. Et encore une fois, qu'il ait essayé de faire quelque chose, pourquoi pas, mais c'était déjà mal engagé dès le départ. Et vous l'avez dit, le rendez-vous, ce sera au budget, c'est ce que dit le RN. Est-ce que les Républicains, ils doivent censurer le gouvernement au moment du budget? Déjà, je ne sais pas si les choses se passent comme cela. Avant de censurer, il faut savoir pourquoi on censure. Et s'il y a un budget, il faut connaître la nature de ce budget. Bien évidemment, au sein de la Commission des finances du Sénat, nous travaillons déjà sur ces sujets. Et je vois devant nous un espèce de mur qui va être, s'il n'y a pas, encore une fois, une majorité, qui va être très difficile à franchir pour le gouvernement et François Bayrou notamment. Et le Sénat, d'ailleurs, qui prépare un peu son budget, en tout cas les mesures qu'il juge nécessaires, ça devrait être présenté avant l'été. Est-ce que si François Bayrou ne suit pas vos recommandations, là, ce sera censure? Alors, c'est pas un diktat. Le travail qui se fait dans cette maison est sérieux, sous la responsabilité de notre président Gérard Larcher et du rapporteur général, en l'occurrence Jean-François Husson. Donc, il ne s'agit pas de préparer un contre-budget. Il s'agit de dire clairement sur des thématiques qui sont précises où nous en sommes
et arrêter, encore une fois, ce qui est un réflexe premier en France, des gouvernements successifs de dire si nous avons des besoins, nous allons encore une fois taxer. Il est très clair que si on nous propose quelque chose qui va être encore de taxer les Français de façon... mais ça devient kafkaïen, sincèrement. On est champion du monde des taxes, mais si on en rajoute encore, là, je pense que les LR se fâcheront. Voilà. Se fâcheront, ça veut dire censure, si jamais il y a des taxes ou des hausses d'impôts ? Voilà, moi, comme vous l'avez rappelé, je suis apparenté LR, j'ai beaucoup de respect pour... et je suis très bien dans le groupe LR. Bruno Retailleau donnera les indications. Il y a un parti qui travaille, Laurent Wauquiez aussi... Voilà, je pense qu'on prendra la bonne décision à ce moment-là, quand on aura connaissance exactement des chiffres. Et justement, on va parler de Bruno Retailleau. Il y a une tribune de Marine Le Pen qui est publiée dans le Figaro qui s'intitule « Immigration, la politique fiction » de Bruno Retailleau. Son bilan en la matière est loin d'être bon, c'est ce qu'elle dit. Bruno Retailleau qui continue à être la cible favorite du RN, ça peut lui nuire ? Excusez-moi, je ne suis pas jésuite, mais je vais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que si Mme Le Pen attaque Bruno Retailleau, c'est que, quelque part, Bruno Retailleau chatouille un petit peu le Rassemblement national ? Pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau le dit à sa façon, et nous partageons ce qu'il dit. Il dit les choses clairement. Maintenant, avouez quand même que depuis qu'il est au gouvernement, il ne va pas d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts changer les choses. Donc les chiffres qui arrivent, forcément, Mme Le Pen essaye de surfer sur ces chiffres qui, je pense, alors selon qu'ils soient présentés par les uns et par les autres, ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais clairement, aujourd'hui, l'immigration en France n'est pas stoppée. Et de quelle immigration parle-t-on ? Parce que je rappelle quand même, pour ceux qui sont de farouches partisans de mettre les étrangers dehors, que dans nos restaurants, si nous n'avions pas d'étrangers, ou pour ramasser nos poubelles, ou pour faire des travaux pénibles sous le soleil, s'il n'y avait pas d'étrangers, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait en France. Voyez ? Donc il s'agit là encore d'avoir de la mesure, mais de ne pas nier des chiffres et des situations qui sont catastrophiques. Voilà. Bruno Retailleau fait tout ce qu'il faut et... Pour qui le connaît, et je le connais un petit peu, aller lui chercher des responsabilités alors qu'il est au gouvernement et qu'il essaye d'inverser une tendance lourde dans notre pays, voilà, il faut être un peu sérieux. Et là-dessus, Marine Le Pen ferait mieux de calmer le jeu. Allez, on va parler de la réforme de l'audiovisuel public. Verra-t-elle le jour, cette réforme ? Des mois, voire des années que vous travaillez dessus et toujours pas d'issue. Les députés devaient s'en emparer cette semaine, mais l'examen a tourné court. On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Steve, la réforme de l'audiovisuel public souhaitée par Rachida Dati devait être examinée lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais avec cette réforme, décidément, rien ne se passe comme prévu. Une motion de rejet a été adoptée par les députés. À croire que c'est une réforme maudite, on va en parler. Rendez-vous compte, c'est une réforme qu'on peut faire remonter à 2015, Oriane, année où un rapport du Sénat préconise la création d'une holding publique pour piloter les grandes entités de l'audiovisuel. Objectif, renforcer leur efficacité, mutualiser les moyens dans un secteur de plus en plus concurrentiel. La réforme sera portée d'abord par Franck Riester en 2019, mais elle connaît un coup d'arrêt à cause du Covid. En 2023, c'est au tour du sénateur centriste Laurent Lafont de dessiner les contours d'une nouvelle réforme. Dans cette dernière version, elle prévoit le rapprochement de France Télévisions, Radio France et l'INA dans une holding baptisée France Média. Mais patatras, Oriane, patatras, dissolution de l'Assemblée nationale en juin de l'année dernière, puis quelques mois plus tard, censure du gouvernement Barnier. Que deviendra la réforme, se demandent les observateurs. Rachida Dati arrive rue de Valois en janvier 2024. Il a fallu attendre donc ce lundi pour que le texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Écoutez. Le débat sur l'audiovisuel public ne peut pas être la chasse gardée de quelques-uns. L'audiovisuel public, c'est bien plus que cela. Et face au bouleversement du monde, avoir un audiovisuel public très fort, c'est aussi un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de culture et de démocratie. Mais les députés n'ont pas examiné. Oui, non, car les écologistes ont déposé ce qu'on appelle une motion de rejet. En gros, on refuse ne serait-ce que de se pencher sur le texte, de l'examiner. Écoutez les arguments de Sophie Taillé-Polian. Madame la ministre, si nous défendons cette motion de rejet, c'est parce que, oui, nous doutons de la sincérité du gouvernement. Ce texte, sous couvert de modernisation de l'audiovisuel public, acte en réalité son affaiblissement et le met en danger de mort. Il prétend le renforcer alors qu'il le démantèle, il fait mine de louer son indépendance, mais il en organise la soumission au pouvoir politique.
Motion de rejet adoptée grâce aux voix du RN qui a dit vouloir contrer l'obstruction de la gauche qui avait déposé des milliers d'amendements, Yann. Et maintenant, le texte repart au Sénat pour une deuxième lecture. Quand sera-t-il examiné? Vous allez nous le dire dans un instant, monsieur le sénateur. Il va falloir faire vite. La session extraordinaire se termine le 11 juillet. Elle reprend au mois de septembre. Et puis ce sera ensuite autour des débats budgétaires qui s'annoncent d'ores et déjà périlleux pour le gouvernement. Bref, que deviendra cette réforme? Que deviendra Rachida Dati? Se demandent ses partisans pour la mairie de Paris. Toujours beaucoup d'inconnus, évidemment. Monsieur le sénateur, vous confirmez que le texte sera examiné cette semaine en commission? Oui, alors cette semaine en commission et la semaine prochaine dans l'hémicycle, puisque a priori, ça serait jeudi et vendredi prochain. Donc en toute fin de session. Vous voilà, toute fin de session, puisque nous terminons vendredi 11 à minuit. Il a fallu faire de la place, j'imagine qu'il y avait déjà des choses de prévues. Il a fallu faire de la place. Vous avez subi des pressions de Rachida Dati? Des pressions, en tout cas, des sollicitations, on peut dire. Alors là, une première chose, je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez indépendant, libre de ma parole, de mes faits, de mes gestes. Depuis un certain temps maintenant, personne ne va me mettre la pression. Des sollicitations? Voilà, des sollicitations, non. Ce qu'il faut voir, vous le savez très bien, dans ce domaine-là, le Sénat, sans faire injure à nos collègues de l'Assemblée nationale, mais le Sénat a un coup d'avance sur l'audiovisuel, et grâce à Jean-Pierre Leleu, à André Gattolin notamment, Catherine Morin-Desailly, depuis 2015, on dit des choses dans cette maison qui ont été, je pense, des avancées. La réforme Riester, tout à l'heure, dans ce que vous présentiez, reprenait majoritairement ce que le Sénat avait dit. Il manquait juste une date, Steve, dans votre présentation. Juin 2022, je l'ai amené parce que c'est pas mon livre de chevet, mais presque. On avait produit ce rapport avec Roger Carucci. Nous, ce que nous préconisions, c'est une fusion. Et là, c'est pas une fusion. Là, il n'est pas question d'une fusion. C'est une étape, c'est une holding. Tout le monde sait que c'est un sas pour que ça soit une fusion. Donc ça va passer loin. Pour moi, ça va passer loin. J'ai été rapporteur du texte et je voterai ce texte, il n'y a aucun sujet. Mais pour moi, vous voyez, on se hâte avec lenteur dans notre pays. Il a fallu 5 ministres, 5, pour faire bouger quelque chose qui est un espèce... On a l'éducation nationale et l'audiovisuel public dans notre pays. Rachida Dati, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un spectacle. Mais c'est exceptionnel. J'ai connu 5 ministres. 4, non. Alors, Madame Nyssen ne s'est pas occupée du sujet. Franck Riester, dès qu'il s'en est occupé, et en tant que connaisseur, le Covid, nous a-t-on dit, il a été évincé. Ensuite, on a Roselyne Bachelot, qui a fait, en fin de parcours, un petit morceau de loi très important sur le piratage, qui est un vrai sujet. Ensuite, on a eu Rima Abdul-Malak qui était absolument contre tout cela. Monsieur Hugonet, on a vu les dates, on voit, vous égrenez un peu le nom des ministres de la Culture, mais il n'y a pas un problème avec cette réforme? Je parlais de réforme maudite. Elle ne fait pas consensus, visiblement. Le problème, c'est que les politiques sont tétanisés devant cette réforme parce que forcément, il y a des grèves. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'audiovisuel public qui n'appartient à personne, si ce n'est au pays. Voilà. Aujourd'hui, c'est une maison qu'il faut réformer en profondeur. Certains s'y opposent parce qu'encore une fois, dans notre pays, la résistance au changement est majeure. C'est une évidence qu'il faut faire évoluer les choses. Mais ça veut dire des économies? Est-ce que ça veut dire moins d'émissions, moins de salariés, moins de chaînes? Ça veut dire, c'est l'argument de dire on profiterait de cette réforme pour mettre l'audiovisuel au pain sec et à l'eau. Qui peut dire aujourd'hui que l'audiovisuel est au pain sec et à l'eau avec plus de 4 milliards d'euros? Voilà. Est-ce à dire que dans les efforts, le Premier ministre a dit tout le monde devra faire des efforts. J'attends de voir. Mais qui peut passer au travers des efforts? L'audiovisuel serait dans une bulle sur laquelle, vous voyez, quand on va être devant les chiffres, et croyez-moi, ça va faire mal, bien évidemment, il y aura peut-être une incidence budgétaire, mais ce n'est pas le fond de la réforme. Alors le fond de la réforme, précisément, pourquoi cette réforme, finalement? Sur le fond, Rachida Dati parle d'une BBC à la française. On voit les audiences de Radio France qui sont plutôt bonnes, même très bonnes pour France Inter. France Télé, ça marche aussi plutôt bien. Expliquez-nous voilà, le fond de l'affaire et la motivation principale de cette réforme. Passez-moi l'expression, on remet le couvert à chaque fois. Le meilleur exemple, et c'est là où Rachida Dati a quand même un certain génie. Il se trouve que quand je parlais de cette réforme, j'étais administrateur de Radio France. Ça commence à faire un bail. Et j'entendais Laurence Cohen qui me disait... Laurence Bloch, pardon, excusez-moi.
C'est une autre patronne de France Inter. Oui. Non, M. Cohen, c'est un autre sujet. Laurence Bloch disait « Oh là là, surtout pas. » Elle me regardait, on s'apprécie, donc elle me dit « Mais pourquoi vous défendez ça, monsieur le sénateur ?» 1 an et demi après, Rachida Dati lui confie une mission, et aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Laurence Bloch pour vous expliquer pourquoi il y a besoin de cette réforme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pourquoi? Mais pourquoi, selon vous? C'est une question de qualité, c'est pour monter en gamme? Nous avons en France un audiovisuel qui avance la bride sur le coup. Je ne parle même pas du volet d'orientation politique. Je ne vais pas me lancer là-dedans ce matin. Pour moi, c'est une évidence, si vous voulez, mais c'est vraiment contestable. Tout ça avec l'argent du contribuable. Et puis de l'autre côté, nous avons un audiovisuel privé auquel on organise un concours d'obstacles, alors que ce sont des entreprises qui font vivre du monde et que jusqu'à plus ample informé en France, personne ne vous met un fusil sur la tempe pour savoir si vous allez regarder telle ou telle chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'audiovisuel public est un pachyderme, c'est très clair, il y a des doublons partout. Si on parle notamment de l'audiovisuel extérieur, voilà, il y a des grandes qualités dans le service public, avouons quand même, mais j'entends que certains, 7 antennes de radio, le nombre de chaînes, tout ça peut être revu à l'évidence pour donner plus de force, et pas pour diminuer le service public, mais pour lui donner beaucoup plus de force, parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de dilution. Voilà. Alors dans la radio, par exemple, si vous me permettez 2 secondes, mais on met toujours en avant les résultats fantastiques. Sybille Veil fait un excellent travail au sein de Radio France. Personne ne peut le contester, sauf qu'ils sont en position dominante. À chaque fois que des créneaux se libèrent, ils ont le droit de préemption dessus. Donc, avoir des résultats quand on est en position dominante, je crois que ça représente plus de 30% quand même des antennes. Il faut légèrement se calmer quand on voit que le privé, lui, tire la langue. Les opposants à cette réforme redoutent une mise au pas de l'audiovisuel public. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est caricatural. C'est entre la mise au pas et le respect de ce que doit être l'audiovisuel public, vous voyez, il y a certainement un milieu à trouver, une convergence. Je ne doute pas. Ceux qui veulent faire croire que dans notre pays, il y aurait un politique puissant qui étreindrait d'une main de fer un audiovisuel. Non, ça, sincèrement, quand on voit l'état du monde et les quelques sujets que nous avons sur la table, on parlera peut-être avec Boualem Sansal, vous voyez, il y a des pays où on ne respecte pas, oui. Aller dire que la France n'est pas un pays démocratique et qu'on serait au bord d'avoir la Pravda, non, calmons-nous. Un mot sur Boualem Sansal. Vous trouvez que l'État, que le gouvernement ont fait suffisamment pour Boualem Sansal? Comme toujours, c'est des choses qui sont déchirantes parce que ce sont des êtres humains. Qu'il s'appelle Boualem Sansal ou monsieur... Je crois qu'actuellement, il doit y avoir, je n'ai pas fait forcément le décompte, mais 5 ou 6 otages français qui sont détenus, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, en Afghanistan ou en Azerbaïdjan. Enfin bref, ce sont des Français qui sont retenus en otage dans des pays qui ne sont pas démocratiques. Qui peut être insensible à ça? Je pense que l'État, il y a des choses qui sont faites, et je ne doute pas que l'État, quels que soient les gouvernements, fait le maximum. Sauf que quand on est dans des positions pareilles, la diplomatie, l'état du monde, les relations, les conflits font que les choses, même si c'est un être humain, ne sont pas forcément des fois prioritaires et sont difficiles. Faire libérer des otages, ce n'est pas simple là-dessus, je peux vous garantir, mais bien évidemment qu'on a une pensée pour Boualem Sansal et qu'on espère tous. Et Christophe Glaise qui était également retenu en Algérie, voilà, et Cécile Collère et Jacques Paris. Bien sûr, le journaliste et bon, voilà. Merci Steve, à tout à l'heure. C'est là, on parlera de la désunion de la gauche tout à l'heure. Ce sera à suivre dans le club. On va parler de la canicule, c'est l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On trouve Jacques Paquet. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous Jacques, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Et Jacques, vous vouliez revenir sur cette vague de chaleur et les moyens qu'ont les communes pour y faire face. Oui, absolument. Monsieur Hugonnet, bonjour. Vous avez longtemps été maire de Limours, en Essonne. Vous êtes toujours conseiller municipal, on le sait. Agnès Pannier-Runacher le disait tout à l'heure dans le reportage, il y a les 2 piliers, à la fois la réduction de l'empreinte carbone et l'adaptation aux élévations, notamment de la température.
En tant qu'ancien maire, en tant qu'élu toujours local, comment vous voyez le rôle des maires? On parle souvent de l'état des écoles, hein, totalement inadapté à ces températures. Alors écoutez, ça c'est un sujet qui me fait bondir. Et d'abord, bonjour cher monsieur, c'est un sujet qui me fait bondir. Pourquoi? Parce que c'est caricatural de notre pays. Deux choses, la politique et le bon sens qui font mauvais ménage en ce moment. La politique, c'est quoi? Tous les politiques sont terrorisés. Madame Pannier-Runacher, Monsieur le Premier ministre, et Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, sont terrorisés. Pourquoi? Parce qu'en 2003, on a vu un ministre qui s'appelait Monsieur Mattei, voyez, en polo dans son jardin et dire non, dormez bien, braves gens, il ne se passe rien. Et le lendemain, il y avait des morts. Donc, les politiques, cette image-là, elle a été terrible pour M. Mattei qui a dû démissionner, et puis pour les politiques. La réalité, c'est quoi? On n'attend rien de l'éducation nationale. On l'a vu au moment du Covid où ils étaient incapables de nous donner des instructions claires. Donc qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des cas? Qui a la clé de l'école? À qui appartient l'école? C'est au maire qui est encore une fois au centre du problème. Donc, dans une entente bien comprise entre un maire et un préfet qui est le représentant de l'État dans un département, on doit être capable de prendre des décisions. Ça se passe bien dans la plupart des cas. On essaye de le monter en épingle. Pourquoi des préfets prennent des décisions différentes? Parce que nous avons des départements différents. Voilà, tout simplement. Les conditions ne sont pas les mêmes. Vous parliez des écoles dans un état lamentable. Elles ne sont pas toutes dans un état lamentable dans notre pays, hein. Le maire que j'étais, il y a même pas une petite dizaine d'années, nous avons conduit un programme de réhabilitation des 2 groupes scolaires qui sont aujourd'hui isolés, accessibles. On l'a conduit avec de l'argent de l'État, du département, de la région et de la commune. Cet argent-là, soit dit en passant, c'est l'argent du contribuable avant tout quand même, hein. Voilà. On a fait le travail pour justement, parce que l'école est une priorité, mais ouvrir une école est de la responsabilité du maire. Quelqu'un qui me dira le contraire, eh ben, je suis désolé, celui qui a la clé, c'est le maire. Ensuite, il doit concerter avec les équipes pédagogiques et la plupart du temps, ça se passe très bien. Alors justement, vous parliez d'argent, Monsieur Hugonet. Vous êtes à la fois membre de la Commission des Finances et vice-président de la délégation sénatoriale à la prospective. Je voulais vous poser la question. Tout ça demande de l'argent, donc adapter les écoles, enfin, et de la stabilité juridique accessoirement. Mais est-ce qu'il ne vous semble pas, en tant que membre de la Commission des Finances, qu'il est urgent de prioriser davantage les dépenses pour maintenir les fonds nécessaires à tous les travaux, aux subventions nécessaires à cette transition écologique dans un contexte très très contraint? De prioriser davantage. Bien, écoutez, on ne s'est pas concerté, mais ce que vous expliquez est l'exact travail quotidien de ce que doit faire un maire et son équipe municipale. Vous avez un budget qui, lui, est contraint. Pourquoi? Parce qu'on doit le voter en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et dans ce financement contraint, nous devons faire des choix. Ce qu'il faut expliquer aux Françaises et aux Français, c'est que bien évidemment, tous ces objectifs sont importants. Celui du climat, celui de la transition énergétique, tous ces objectifs sont importants, mais on ne pourra pas tout faire en même temps à la vitesse du son. On doit donc faire des arbitrages, procéder à des arbitrages. C'est ce que fait un bureau municipal et un conseil municipal ensuite, en disant, bien écoutez, nous vous proposons, c'est la raison pour laquelle il y a moins de 10 ans, j'avais proposé au conseil municipal, préalablement, alors qu'on a besoin de construire d'autres bâtiments, de dire il est prioritaire de réhabiliter nos groupes scolaires. Voilà, ce sont des choix politiques. Et ça, on doit le faire. Mais ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'on ne pourra pas avancer au niveau national sur tous les sujets en même temps et à la même vitesse. C'est impossible financièrement. Merci Jacques Paquet. On regarde la une du journal du Grand Paris Logement, le plan de relance régional présenté à Valérie Létard, la ministre du Logement. Merci beaucoup Jacques. Merci d'avoir été avec nous et merci Jean-Raymond Hugonet de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-heure. On suivra donc l'examen de la réforme de l'audiovisuel public dans les derniers jours de séance jeudi et vendredi prochain. Et on verra quelle issue à ce texte. Au Sénat, ça ne devrait pas trop poser de problème. Je ne pense pas. On suivra évidemment ça. Merci à vous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reviendra sur la vague de chaleur qui traverse le pays. D'abord, on va accueillir notre invité. C'est le secrétaire général du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, qui nous rejoint.